Allez, Sabine, c'est à toi l'honneur. Sabine Bouquet, USR 43. Donc nous avions déposé 2 propositions d'amendement relatives à la sécurité sociale. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas vous faire toutes les explications de nos débats qui nous ont amenés à déposer ces amendements. Mais je vais quand même les soumettre. Donc ce que nous proposions, c'est qu'à la ligne 344, après la baisse des remboursements de Sécu, il soit indiqué et le transfert croissant de ceux-ci vers les complémentaires santé. Et ensuite, dans les résolutions, ajouter à la ligne 404 un nouveau paragraphe, je m'excuse, qui dit donc « Le Congrès décide le retour aux fondamentaux des ordonnances du 4 octobre 1945 avec une prise en charge à 100% des dépenses de santé, incluant la prise en charge de la perte d'autonomie. Cela implique de donner d'autres missions aux mutuelles et un repositionnement de nos camarades qui siègent dans leur conseil d'administration. » Et on pense que ce sujet peut être aussi inclus dans nos repères revendicatifs. Même si la Confédération travaille là-dessus, on s'est dit qu'il était important que le congrès de l'USR se positionne sur ce sujet. Merci. Bon, merci. La deuxième personne qui avait été nommée pour intervenir, eh bien voilà, c'est à lui. Oui, Bertrand Deveau, USR des Yvelines, section syndicale du Technocentre Renault. J'interviens dans le débat sur la sécurité sociale et sur les mutuelles, puisque notre section, rattachée à un syndicat d'actifs, a constaté l'an dernier, avec stupeur, que la mutuelle mise en place dans le cadre d'un contrat de groupe, en application de la loi, la mutuelle Humanis, pour la nommer, était un très mauvais coup contre les retraités, avec une progressivité de cotisation avec l'âge qui conduisait à des cotisations multipliées par 2,5 à l'âge de 80 ans par rapport à la cotisation payée à l'âge de 60 ans. Nous avons donc à cette occasion analysé plus généralement la situation des mutuelles et à cette occasion, peut-être un peu naïvement, nous avons découvert premièrement que les mutuelles, c'est la fin de l'égalité puisqu'on est remboursé selon l'option choisie, ce n'est pas la sécurité sociale. Deuxièmement, les mutuelles, pour les retraités, c'est 0 participation patronale, ce n'est pas la sécurité sociale. Troisièmement, les mutuelles, c'est 20% de cotisations qui disparaissent en taxes fiscales et en spots publicitaires. Ce n'est pas la sécurité sociale. Les mutuelles, c'est nos cotisations qui entrent dans le marché spéculatif des actions et des obligations. Ce n'est pas la sécurité sociale. Les mutuelles, c'est une dépense qui n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas la sécurité sociale. Alors nous avons discuté de ces questions en Assemblée générale avec tous les syndiqués. Nous avons rédigé une analyse sur un 4 pages et nous l'avons diffusée massivement sur les retraités et sur les actifs, syndiqués ou non syndiqués. Dans l'immédiat, il nous a bien fallu prendre une décision, c'est-à-dire conseiller à nos syndiqués de rester dans l'ancien contrat s'ils en avaient un, de sortir du contrat de groupe Humanis à partir de l'âge de 70 ans parce que les cotisations devenaient prohibitives à hauteur de 215 € par mois, ou d'adhérer à une autre mutuelle comme la mutuelle familiale, plus respectueuse de la solidarité intergénérationnelle. Mais bien évidemment, au-delà de cette situation vécue sur les mutuelles, la question de fond qui est posée et qui a été soulevée dans cette Assemblée, c'est la question du retour aux principes fondamentaux de la sécurité sociale de 1945. C'est la défense non pas de la protection sociale, mais de la sécurité sociale. C'est le 100% sécurité sociale. Merci camarade. Alors, une dernière intervenante, c'est Chiara Michel qui en fait est passée à travers tous les trucs et elle n'a pas eu de chance. Donc c'est la dernière intervenante et après Daniel Blache, non c'est fini après. Daniel Blache va nous faire tout le rapport sur le travail qu'on a accompli ce matin. Alors, je peux y aller ? Michel, c'est à toi. Alors, Michel Carrara de l'UFR Banque Assurance. Notre UFR s'est approprié le document d'orientation et les chapitres qui le composent. Au-delà de l'intérêt que nous portons à l'ensemble du texte, il a fallu faire le constat à nouveau que la situation des femmes retraitées et les revendications qu'elles portent étaient inscrites à la marge dans les résolutions du chapitre 2,
où il s'agit de poursuivre le travail spécifique envers les femmes commencé depuis plusieurs années et aider à l'animation de collectifs spécifiques dans les territoires et les professions. Le collectif Femmes retraitées, animé par Gilles Cajorge, auquel je participe, a pourtant œuvré à faire connaître les revendications des femmes et les propositions de la CGT via l'édition d'une plaquette sur la réversion, entre autres, et une autre sur la syndicalisation des femmes retraitées. L'USR a des revendications spécifiques dans ce domaine qu'elle peut porter dans les résolutions de son congrès. C'est d'ailleurs à la demande du secrétaire général de l'USR que le collectif a construit la plaquette sur la réversion. La question du taux et des conditions d'attribution de la pension de réversion est posée. Elle concerne 4,5 millions de femmes, de personnes, dont 89% sont des femmes. Donc je vais aller plus vite. Nous avons donc fait une demande d'amendement sur la pension de réversion. Donc le Congrès décide de revendiquer la pension de réversion au taux de 75% du montant de la pension du conjoint, sans condition d'âge et de ressources. Et nous avions ajouté d'élargir les conditions d'attribution aux pacsés et aux concubins, concubines. Cet amendement n'a pas été retenu. Nous demandons qu'il soit réexaminé par la Commission et sinon qu'il soit pris en compte pour la rédaction d'une fiche égalité homme-femme des repères revendicatifs qui a été annoncée. Pour la continuité de l'action du collectif et son renforcement, parce qu'il nous semble important et nécessaire de rassembler les camarades qui contribuent à faire vivre les collectifs femmes dans les territoires et les professions, nous avions également fait une proposition pour poursuivre et amplifier l'action sur le travail spécifique envers les femmes en créant les conditions de son renforcement avec le concours des référents-référentes. Alors, ces référents-référentes existent. Nous avons réuni 185 camarades le 3 mars et nous pensons que nous pouvons les solliciter et organiser la coordination avec le collectif Femmes retraitées de l'UCR qui permettra d'amplifier l'action revendicative et de relancer le syndicalisme. Nous demandons que cet amendement soit réexaminé par la Commission. Merci de votre attention. Merci, camarade. Bien, je vais passer la parole à Daniel Blache qui va tirer toutes les conclusions sur les travaux de ce matin. À toi, Daniel. Bon, je vais essayer. On a discuté un peu au niveau de la commission, au niveau des camarades. Je vais essayer de situer les choses en 3 points. 1. Revenir sur le travail de ces commissions confédérales protection sociale et santé, parce que beaucoup de questions sont venues là-dessus, c'est très bien. Ça démontre qu'on ne va pas laisser Fillon et consorts s'approprier ce débat-là et qu'on va se l'approprier nous-mêmes. Et c'est un des objectifs qu'on a. Donc il y aura un premier point là-dessus. Deuxième point, vous faire des rajouts d'oubli qu'on a fait tout à l'heure, des textes qu'on a fait évoluer hier dans la commission. Et enfin, troisième partie, ce qu'on propose de prendre au vu de la discussion. Et tout ce que je n'aborderai pas, sauf si j'oublie, mais les camarades me reprendront, ça sous-entend que ça fait partie des repères vindicatifs, car beaucoup de sujets que vous avez abordés sont dans le cadre des repères vindicatifs et non pas du document d'orientation. Alors je vais essayer de ne rien oublier. Alors la première chose, déjà, donc, revenir, parce qu'on a renvoyé la plupart des questions touchant à la santé, la Sécu, notamment, à cette commission confédérale. Alors je vous rassure, elle existe bien. Donc on a 2 commissions, je viens de le dire, protection sociale, santé, qui se réunissent depuis mi-décembre. Pour prendre la protection sociale, on a eu 4 réunions jusqu'à présent. Et à partir de là, donc, on a des réflexions qui sont engagées. J'insiste bien, des réflexions qui sont engagées. L'objectif qui nous est donné, c'est que ces réflexions servent de débat à la commission exécutive confédérale du 4 avril pour approfondir ces réflexions. Et l'objectif qui paraît ambitieux en termes de temps, c'est que le CCN de mai, sous ton autorité, Greg, je ne pense pas que je me plante, donc le CCN de mai devrait finaliser les choses à partir de ces réflexions. Donc ça veut dire qu'on est sur le sujet, au niveau de la Confédé, et moi je représente l'UCR, je suis tout seul, là, on n'est pas plusieurs, hein, Cathy, comme tu as dit, des membres. Par contre, il y a quand même plusieurs secrétaires d'UD, secrétaires de fédération, et secrétaire de comités régionaux là-dedans. Donc vous voyez qu'il y a un large éventail de camarades des structures de la CGT. Alors, les réflexions engagées, la CSG, je viendrai après.
Les réflexions engagées, on est sur une réflexion visant le 100% Sécu à partir de questionnements. On a 5 questions. Mais vite fait, je vais vous donner les 5 questions sur lesquelles on est dans la réflexion. Mais en sachant qu'on a un petit préambule qui situe les choses avant de venir sur la réflexion, qui redit qu'en 1945, Ambroise Croizat, ministre communiste des travailleurs, quand il a mis en place la Sécu, il a dû faire 2 compromis suite aux oppositions, parce que seule la CGT défendait le programme. Compromis d'admettre les complémentaires, car elles étaient vent debout contre cette Sécu qu'il bâtissait. Et deuxième compromis, de maintenir le système libéral. Donc ces 2 compromis, aujourd'hui, pèsent dans les réflexions. Bon, ceci étant dit, donc les 5 questions qu'on se pose en même temps, ça permettra d'amener des éléments de réponse à quelques interventions qui ont eu lieu. La première, c'est le périmètre du 100%. Donc là-dessus, on est un peu plus affirmatif que sur les autres questions. Nous, on dit bien qu'on est sur le 100% Sécu et pas que complémentaire, pas que assurance maladie. Donc Sécu a tout ce que ça recouvre, la perte d'autonomie, les retraites, chômage, alors dans des conditions différentes suivant les cas, mais on est bien sur du 100% Sécu. Après, 100% de quoi? Là, on est un peu moins péremptoire, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va rembourser les dépassements d'honoraires. On les condamne, 2,8 milliards d'euros par an. Donc aujourd'hui, c'est 100% du tarif de base, mais quand on parle de tarif de base, est-ce qu'il convient aujourd'hui, quand on regarde que dans les lunettes, ophtalmologie, etc., le tarif de base Sécu n'est pas suffisant. Donc la réflexion devra s'engager plus loin que tarif de base et de voir donc le minimum vital pour vivre décemment à partir des secteurs où on a le plus de dépassements honoraires. Mais là, on est sur des réflexions. Troisième question, qui est un peu le nœud central de cette réflexion du 100%, on pense qu'il faudrait revoir le système de santé tel qu'il est aujourd'hui. Je dis bien, là, je suis moins péremptoire. Quand on dit ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la médecine libérale telle qu'elle est, ça pose d'école, parce qu'on a beaucoup de médecins en secteur 2. Près de 50% des nouveaux médecins qui s'installent sont en secteur 2 aujourd'hui. Donc ça pose des questions. Deuxième chose, le médicament. Est-ce que la Sécu va continuer à rembourser 100% si on prend l'hépatite A, des 20-30 000 euros de traitement démesuré qui permet à Sanofi et consorts de s'approprier des dividendes extravagants. Donc nous, on est pour dire il faudrait réguler le prix du médicament, on l'appelle service public, on l'appelle pôle public, on l'appelle comme on veut, c'est une autre réflexion. Donc vous voyez que là-dessus, on est vraiment, je répète, sur des réflexions pas abouties, mais il faut qu'on les ait à l'esprit. La quatrième question, le coût engendré si on allait au 100%. Alors, je n'ai pas dit, c'est Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral, qui au départ a travaillé sur ces questions, et c'est sur ce travail-là qu'on s'appuie au niveau des commissions. Alors Pierre-Yves Chanu a fait une estimation. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, mais il a évalué en termes de cotisation ce que représenterait l'idée d'aller au 100%. Et il dit, ça amènerait, alors je dis bien, je reste bien au conditionnel, une augmentation des cotisations dites patronales, alors on est bien sur les salaires socialisés, on s'entend là-dessus, autour de 1,6 à 8%. Mais ça, ce sont des études, ce n'est que des études, mais on l'a à l'esprit. Et cinquième question, qui n'est pas une des moindres, et ça renvoie des choses qui sont venues, le rôle des complémentaires dans tout ça. Alors le rôle des complémentaires, ça pose des questions. Parce que dans le même temps, s'il fallait reprendre les personnels travaillant dans les complémentaires dans la Sécu, c'est pas si simple que ça. Car leurs conventions collectives de ces personnels des complémentaires ne sont pas les mêmes que ceux de la Sécu. Elles sont même à un niveau un peu plus au-dessus. Donc il faudrait revoir une convention collective qui tire par le haut l'ensemble des personnels, éventuellement des complémentaires remis à la Sécu et ceux de la Sécu. Alors bon, j'en reste que là parce qu'après, je vais aller trop loin dans le sujet. Donc ces 5 questions sur lesquelles je me suis arrêté, donc je répète, ne sont pas abouties et vont amener un débat à la CE confédérale du 4 avril et au CCN de mai. Maintenant, par contre, la commission santé, elle, vient de produire un document. Alors j'espère que vous l'avez pour la plupart d'entre vous, il doit être dans les UD, je l'ai là, c'est un 4 pages. Alors lui aussi, il se fixe des objectifs, ce n'est pas un document de positionnement confédéral CGT, pardon. Donc il situe tout un tas de questionnements aussi à partir de notre système de santé. Moi, je vous engage à vous l'approprier, car il peut nous servir également dans tous les débats qu'on aura autour des retraités pour ce qui nous concerne, à partir de ces questions-là. Et donc je répète, il doit être disponible dans les UD, voire dans les UL, alors, y compris ce 4 pages, fera partie des réflexions confédérales d'avril et de mai. Donc ce n'est pas abouti. Mais au moins, c'est des réflexions qui nous permettront de ne pas laisser Fillon et consorts
seul dans ce débat au travers des élections et de se l'approprier au niveau de la CGT. Je m'excuse, un petit coup. Alors, bon, ceci étant dit, j'ai été très vite. Alors, la CSG et son abrogation demandée par les camarades des transports, ce n'est pas dans la réflexion confédérale aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui sont venues par quelques camarades de la commission pour qu'on en discute. Donc, je pense que c'est un sujet qu'on va probablement discuter, mais pas tout de suite. On est sur tout ce que je viens d'évoquer, c'est déjà lourd, je pense. Donc, peut-être à la fin de l'année, je ne sais pas quand, mais ça fait partie des sujets qu'on souhaite discuter. Donc, c'est pour ça que, là aussi, quand on renvoie à la commission confédérale, c'est à partir d'une réflexion là-dessus. Alors, je ne dis pas abrogation par abrogation, je ne rentre pas là-dedans, mais on est prêt à regarder pour, à partir des repères revendicatifs tels qu'ils ont été adoptés, voir quelle réflexion on peut engager au niveau de la CGT. Mais ça, c'est dans une étape plus lointaine. Bon, voilà, donc là, c'est cette première partie, j'ai fait un peu le point. Alors, ce que je n'ai pas dit, oui, les restes à charge. Je pense que vous avez compris que quand je disais qu'on ne peut pas rembourser les dépassements d'honoraires, ça veut dire que sur les restes à charge, on ne peut pas être aussi péremptoire que de dire il n'en faut pas, car malgré tout, aujourd'hui, on en a 2,8 milliards d'euros, on n'est pas prêt de revoir le système de santé tel qu'on le préconise, et qu'à partir de là, on est obligé de dire qu'il faut les diminuer de façon très significative. Peut-être que dans quelques années, on dira autre chose à partir de ce qu'on en fait évoluer, mais faisons évoluer les choses comme je viens d'aborder. Donc sur ces restes à charge, je pense qu'on ne modifiera pas donc ce qu'on a mis dans le document. Un camarade aussi a dit abrogation de la loi santé. On n'est pas pour le prendre non plus, et je pense que les camarades femmes seront d'accord avec moi, car la loi santé, certes, elle poursuit la loi Bachelot avec la mise en place des GST, toutes ces choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, je serais trop long, mais dans cette loi santé, il y a quelques mesures qui ne sont pas inintéressantes, sur tout ce qui touche à l'IVG, à la contraception des femmes, prise en charge à 100%, tout ce qui est prévention de l'obésité infantile, etc., etc. Donc il y a quand même quelques mesures, je pense, intéressantes, sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc on n'est pas pour dire abrogation. Par contre, on est pour dire que cette loi ne nous va pas et qu'il faut une autre loi de santé publique. Ce n'est pas dans la loi actuellement. Et là, tout ce que dit la CGT, mais je ne veux pas le reprendre, je serais trop long. Ensuite, par rapport aux aidants. Par rapport aux aidants, là également, je renvoie, là c'est une réflexion de l'UCR. Il y a un groupe de travail de l'UCR qui discute sur ces questions-là. Donc à partir de la perte d'autonomie, de son financement et de son organisation, qui comprend entre autres les aidants, notamment familiaux. Il y en a près de 4,8 millions en France aujourd'hui, il me semble. Et donc cette réflexion n'est pas aboutie au niveau du CR. Elle est en cours aujourd'hui, toujours sur une note de Pierre-Yves Chanu au départ, avec le docteur Christophe Prudhomme, de la CGT, urgentiste. Et donc c'est des sujets sur lesquels on travaille. Cette note sur laquelle on travaille au niveau du groupe de travail du CR doit être ensuite vue au niveau de la Confédé pour aller donc au bout des choses. Ensuite, donc quelques éléments sur ce qu'on a oublié et qui a été rajouté hier. Alors, j'y vais dans l'ordre. Ligne 387. Ligne 387, et ça répondra à des sujets qui sont venus. Donc, je pense que vous y êtes. Donc, on fait un rajout qui intègre ce qui est venu dans des amendements dans la salle. Le rajout, c'est de dire, le Congrès décide, de continuer à agir pour la reconquête d'un droit à une troisième partie de la vie libérée de contraintes de travail au plus tard à 60 ans, avec des moyens permettant de vivre dignement, en portant le minimum des retraites et pensions au niveau du SMIC, revendiqué par la CGT. On rajoute pour la défense des régimes complémentaires, et on rajoute une ligne de continuer à agir pour la revalorisation des pensions ARCO, AGIR et Cantec. Alors je pense que là, on amène les choses sous l'angle revendicatif. Ensuite, ligne 410. Un camarade est intervenu sur les questions de sécurité. Ah, il faut que je répète. Bon. Je vais trop vite, excusez-moi. Donc, j'ai dit 386,7. Donc, après revendiqué par la CGT pour la défense des régimes complémentaires, et on rajoute une ligne de continuer, parce qu'on y est depuis quelques années, à agir pour la revalorisation des pensions ARCO, AGIR, IRCANTEC. Voilà, donc là, on rajoute un sujet où on demande donc d'agir pour leur revalorisation. C'est bon? Et la défense des régimes complémentaires, bien sûr, ça va de soi. Donc, je disais les questions de sécurité. Donc là-dessus, ça a été rajouté.
vous prenez la résolution page 410, quand on demande l'élaboration en territoire des cahiers revendicatifs locaux portant sur le cadre de vie, on avait rajouté droits fondamentaux, accessibilité à la prévention et aux soins, transport, sécurité. On l'a rajouté. Donc voilà, c'est dans la résolution en plus. Ensuite, sur la place des sur les complémentaires, 396, là il y avait une coquille, on n'est pas pour le financement des complémentaires. Donc on répondra à ce qui a été dit. Nous, donc, on dit maintenant, un travail en commun avec la Confédération, que je viens vite fait de résumer, alors sur le financement de la sécurité sociale, sur la place des complémentaires, c'est autre chose que leur financement, et la diminution significative de la charge, j'ai dit tout à l'heure pourquoi on n'était pas prêt de faire modifier ça. Donc on est sur la place des complémentaires, à partir de la réflexion confédérale telle que je l'ai située là, en amont. Donc là, voilà, donc je pense qu'on prend en compte ce qui a été dit. Ensuite, sur l'amélioration des pensions, 400. Voilà. Donc on dit poursuivre, toujours la résolution, hein, poursuivre et amplifier l'action revendicative pour la défense et le renforcement des régimes de retraite par répartition à prestations définies. Ah, je parle trop vite. Alors, quand vous parlez de répartition, on rajoute systématiquement à prestations définies. On n'est pas pour le modèle suédois ou scandinave, hein, qui est à cotisation définie. Hein, il faut qu'on le rajoute systématiquement. Ensuite, on dit et la défense et l'amélioration des pensions de reversion et non plus leur préservation. Donc on va beaucoup plus loin. Il me semble qu'on répond à une des questions posées. Ensuite, 403. Alors là, on retient l'amendement des camarades de la métallurgie, la chimie, pardon. La chimie. Alors, hop. C'est 403. Alors, ligne 403, on est sur le pouvoir d'achat en veillant aux liens actifs retraités au travers de l'emploi, des salaires, de la qualité de vie au travail, en lien avec les campagnes confédérales sur le coût du capital. On rajoute la défense de l'industrie et des services publics. Et ensuite, la réduction du temps de travail, de la santé au travail. Donc, on intègre l'amendement, mais de façon plus succincte, dans la résolution. Donc, on rajoute la défense de l'industrie et du service public. Je pense qu'on répond donc à l'amendement des camarades de la chimie. Ensuite, le 412. Donc, le 412, on l'a dit, on est sur une réforme de la fiscalité. Elle l'a dit, Cathy, tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est bon. Donc, voilà, il me semble que j'ai repris à peu près les amendements. Alors, pour finir sur ces questions-là, c'est un appel que je vous fais au travers de la commission, parce que vous avez fait un travail très conséquent au travers des amendements. J'espère que la commission confédérale va intégrer la plupart de ces amendements dans la forme que je viens d'évoquer au niveau de la réflexion où on en est. Maintenant, je pense que vous avez bien saisi l'idée qu'on est sur des réflexions. Il ne faut pas qu'on réfléchisse 10 ans. On a déjà perdu 3-4 ans, il me semble, sur ces questions-là. Donc là, la réflexion, il faut qu'on se l'accapare. Donc il y a le 4 pages à récupérer dans les UD. Il y a tout ce que va décider d'ailleurs la Confédé. Mais dans le même temps, on est pour la reconquête de la Sécu. Donc au-delà des amendements et des documents d'orientation, aussi beaux soient-ils, je pense qu'on a besoin d'un travail de terrain au travers de toute l'action syndicale qu'on mène quotidiennement sur ces questions-là. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un sondage qui disait que plus de 50% des Français, 63% il me semble, seraient vigilants aux réponses des candidats dans la campagne électorale sur ces questions-là. Donc ça sous-entend que nous mettons le contenu pour que les réflexions des candidats et de celui qui sera élu éventuellement et de ceux qui arriveront en juin intègrent bien dans le débat législatif de l'Assemblée le positionnement de la CGT tel qu'on le voit aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose que dans ce congrès, on ait autant d'interventions, d'amendements sur ces questions-là. Ça rassure, et je me dis quand même que pour une fois, on est vraiment sur ces sujets-là. Et à mon avis, ça devrait nous permettre d'aborder le chapitre suivant, comment on renforce la CGT, dans la mesure où on porte leurs besoins. Merci Michel. La passion l'emporte. C'est un passionné. Daniel, pourquoi j'ai dit Michel? Bon, j'ai bu une bière et ça ne me réussit pas. Alors, on va passer au vote.
tout en précisant que le vote n'est valable que dans la mesure où c'est le petit carton qui est levé et que des mains sans carton ne seront pas comptabilisées. OK ? Donc, pour ceux qui sont d'accord avec tous les éléments de réponse qui ont été apportés et qui sont d'accord sur le volet numéro 2 du rapport d'orientation, lève la main. Ceux qui s'abstiennent. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alors, 7 abstentions. Ceux qui sont contre. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 contre. Le rapport, le numéro 2, est adopté à la majorité, tout en sachant que, à la fin des travaux de demain, aura lieu le vote par urne. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'avenir social. Le camarade qui fait l'intervention, je ne me rappelle plus de son nom, mais il va arriver. Il est là. Par ailleurs, je tiens à vous annoncer que sur les 30 sacoches qui avaient disparu, elles ont été retrouvées dans des poubelles, les containers, ce qui veut dire qu'elles ont été dérobées. Et qu'il ne faut rien laisser dans la salle quand vous la quittez. Cet après-midi, il n'y a personne, vous repartez pour aller déjeuner avec vos sacoches, votre matériel. Vous ne laissez rien dans la salle. Voilà. Ça a été dit. Bon, il est. Ben voilà. L'avenir social, c'est Félix Abessia. Bonjour à tous. Chers camarades, en tout premier lieu, permettez-moi de remercier la direction de l'UCR pour son invitation et pour l'accueil réservé à l'association de solidarité de la CGT. Je remercie également, bien sûr, le bureau du Congrès pour le temps de parole qui nous est offert. Quelques mots sur l'histoire de l'Avenir social et de ses activités. L'Avenir social a été créé en 1906 à l'initiative d'une institutrice, Madeleine Vernet, convaincue que l'éducation était un atout majeur de l'émancipation. C'est une époque féconde où le mouvement ouvrier se dote de mutuelles, de coopératives et d'associations. Madeleine Vernet concentrera ses actions auprès d'enfants, des mineurs, de parents victimes de la répression syndicale. Elle mènera un combat pour l'émancipation de la classe ouvrière et pour que ses pupilles acquièrent les clés d'une réflexion autonome et responsable. Les adhérents les plus anciens se souviennent assurément du timbre triangulaire que nous collions au revers de nos cartes syndicales. Il s'agissait d'une cotisation volontaire. Cette cotisation supplémentaire était destinée à l'Avenir social pour le financement de l'orphelinat. C'est en 1912 que la gestion de l'orphelinat a été confiée à la CGT. Depuis, bien sûr, l'Avenir social a inscrit toute son action dans l'histoire de la CGT. En 1923, l'Avenir social acquiert une propriété à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Et là, l'orphelinat accueillait des enfants de familles en grande difficulté dont les parents étaient victimes de l'exploitation capitaliste et de la répression antisyndicale. Au fil de l'histoire, des fils et filles de républicains espagnols et d'antifascistes italiens y seront également accueillis dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Les biens de l'association sont mis sous séquestre en 1939. L'association reprend ses activités en 1944. En 1945, l'orphelinat deviendra la maison des enfants de fusillés et déportés, puis la maison des enfants des travailleurs. Par la suite, et dans le même esprit de solidarité,
des enfants algériens, de militants algériens, d'antifascistes grecs et plus proches de nous, de fils et filles de Palestine, y seront accueillis. En 1975, l'orphelinat s'installe au château d'Orgemont, dans l'Essonne, c'est la commune de Cerny. Si cette structure n'existe plus aujourd'hui, les raisons d'être et les missions de l'avenir social prolongent de façon singulière l'action syndicale de la CGT. C'est en premier lieu une interpellation pour porter notre regard sur les autres, ce que l'on appelle élargir les horizons. Outil de solidarité de la CGT, notre association contribue à sa façon et dans son domaine à des prises de conscience individuelles et collectives. Proche des salariés, en activité ou privés d'emploi et des retraités, l'avenir social s'inscrit dans la complémentarité de l'action de la CGT au niveau national comme international. Toujours en lien avec ces organisations, l'avenir social développe des projets pour le respect concret des droits fondamentaux et toujours à partir des besoins exprimés. Aujourd'hui, nos actions en France sont notamment destinées à l'enfance, en particulier aux enfants dont les parents sont privés d'emploi, pour leur permettre d'accès aux soins, à la culture, au sport, aux loisirs. L'avenir social œuvre également pour l'accès aux vacances des travailleurs privés d'emploi ou précaires et de leurs familles, en partenariat avec le Comité national des privés d'emploi de la CGT. Tout comme nous agissons pour développer les solidarités avec des salariés en lutte dans les entreprises. L'été dernier, nous avons été à l'initiative du camping solidaire avec nos camarades d'Arjowiggins dans le Pas-de-Calais. L'été 2016 a également été marqué par une belle initiative solidaire. En cette année du 80e anniversaire de conquête du droit au congé payé, en lien avec les structures territoriales de la CGT, pas suffisamment de mon point de vue, il faut qu'on innerve mieux le territoire et l'ensemble des structures. Donc l'avenir social a permis à une centaine de familles, l'été dernier, près de 300 personnes, parents, enfants et parfois grands-parents, de bénéficier du droit aux vacances malgré des situations sociales injustes qui les frappent. Nous agissons également dans le monde. En Haïti, dernièrement, après le passage du cyclone Matthew, pour venir en aide au peuple haïtien, aux travailleuses et aux travailleurs, mais aussi pour la scolarisation des enfants, avec par exemple la distribution d'un repas quotidien. Au Bangladesh et en Turquie, nous intervenons pour l'aide aux familles et pour la formation à la sécurité au travail. Au Sénégal, nous avons travaillé également sur la création de classes d'alphabétisation dédiées aux femmes. L'émancipation des femmes en milieu rural est au cœur de ce projet et des actions menées. 3 classes d'alphabétisation ont été créées, plus de 150 actions menées. Notre partenariat avec la CSA, Confédération des syndicats autonomes, est porteur d'un travail et d'un suivi concret de l'évolution de ce projet commun, qui est bien évidemment mené en lien avec l'espace international de la Confédération. En décembre 2015, nous avons accueilli d'ailleurs une délégation sénégalaise à laquelle participait une des bénéficiaires de cette action particulière. Nous avons pu mener un certain nombre de débats et de rencontres dans le patio à Montreuil, ce qui a permis de mieux faire connaître la vie et les combats menés par les femmes en milieu rural pour accéder à l'éducation, pour accéder à l'émancipation sur le plan économique et culturel, et d'éclairer sur les activités de l'avenir social, partie prenante de l'action de la CGT. C'est aujourd'hui, cette semaine, l'action de solidarité que nous engageons avec la Fédération CGT des services publics. Il s'agit de permettre aux habitants de Beit Zakaria, un tout petit village de Palestine, encerclé par les colonies israéliennes, installées sur des terres dont les populations ont été spoliées. Il s'agit de créer une activité économique et émancipatrice gérée par les femmes du village. Ensemble, défendons ces valeurs, nos valeurs communes. Chers congressistes, chers adhérents et donateurs, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Ce qui nous rassemble est notre volonté d'agir aux côtés de celles et ceux qui sont confrontés à l'épreuve. Notre action s'intègre dans celle des forces progressistes et démocratiques pour répondre à des besoins humains, pour réduire et éradiquer la pauvreté matérielle et culturelle, pour redonner aux personnes leur dignité et leurs droits. En ces temps traversés de tensions que certains aimeraient attiser encore davantage, le rapprochement entre citoyens, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient,
Œuvrons ensemble au bien commun, c'est un combat d'une brûlante actualité, c'est celui de l'humanité. Alors ensemble, continuons de développer notre coopération. Ensemble, continuons de démontrer qu'un autre monde est possible. Ensemble, agissons pour un monde meilleur. Merci à vous.